Bonjour à tous, c'est Chaftong et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la déportation. Oh malheureux, doucement avec Staline. Staline, ça coule de source. Oui, je sais, c'est pas lui, mais c'est la même époque, hein. Bref. La vidéo du bonheur. Donc oui, la déportation dans un anime. Alors le fait est que je devais sortir cette vidéo il y a 2-3 semaines. C'est-à-dire lors de la sortie de l'épisode 9 de Centaure no Nayami. Et donc faire une review chaud, entre guillemets, de cet épisode 9. Et de la déportation qui était montrée dans ce même épisode. Alors certes, de l'eau a coulé sous les ponts, mais mon avis a pas trop changé. Attention, je ne connais pas par cœur l'histoire et ses événements. Donc s'il y a des erreurs, ou bien des blagues nulles, veuillez m'excuser. C'est chaud, non? Parce que là, c'est pas juste parler de la déportation. C'est la montrer à travers les yeux d'un enfant. C'est un poil plus compliqué. En tout cas, à mon avis, ça me paraît un poil plus compliqué de parler de la... Déjà, ça me paraît compliqué de parler de la déportation sans toucher à un sujet sensible, mais ça me paraît assez compliqué de le faire à travers les yeux d'un enfant... Bon, là, c'est pas vraiment le cas, mais juif. Alors, je viens d'y penser, mais il est vrai que certains ne connaissent peut-être pas Centaure no Nayami. Centaure no Nayami raconte l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine, je crois. En fait, les humains ont plus ou moins évolué en race hybride. Sachant que ces races hybrides, on y compte des centaures, d'où le nom, des anges, enfin des sortes d'anges, puisqu'ils ont des ailes blanches et leurs cheveux forment un halo. Alors c'est pas un vrai halo de lumière, c'est leurs cheveux qui piquent comme ça puis qui fait un rond. Les démons, puisqu'ils ont des ailes noires un peu de chauve-souris. Des amphibiens, des hommes grenouilles. Ils sont appelés les amphibiens, donc des amphibiens, mais techniquement les grenouilles sont des amphibiens, enfin bref. Des gorilles, je sais pas. Des moutons, des genres de bouquetins humains, des boucs humains, plein de trucs bizarres, mais intéressants. Parce que du coup, ça fait, cette fois-ci, littéralement, plusieurs races au travers de l'humanité. Il y a des sirènes également, j'aurais dû penser, mais il y a des sirènes également. Mais ça fait du coup vraiment plusieurs races. Il y a également des serpents humains. Alors c'est très bizarre. C'est très bizarre d'ailleurs les serpents. Puisque, alors les serpents sont appelés les, je sais plus quoi, les septentrionaux ou quelque chose comme ça. Mais c'est très bizarre parce que on a un serpent qui vit en Antarctique qui vient dans l'école, et en fait, sa tête et son cou, c'est un serpent, sa queue, c'est un serpent, mais elle a 2 bras, 2 jambes. C'est extrêmement bizarre. Surtout que on voit d'autres serpents qui sont des hommes uniquement, et eux, par contre, on les voit, ils se déplacent comme ça. Donc ils se déplacent avec leur queue. Du coup, je sais pas, peut-être que c'est un croisement spécial. En plus, ça s'appelle Quetzalcoatl, enfin bref. On s'en fout. Donc oui, il y a plusieurs races. Ce qui peut inclure, du coup, de la discrimination et surtout des propos raciaux et racisme. Racistes. C'est mieux. Et là, je m'y attendais pas vraiment dans ce genre d'anime. En fait, ça tourne autour de ça. Du racisme. Alors, pas tout à fait. C'est pas un anime noir. Ça tourne quand même plus autour du school life, slice of life. Mais, il y a beaucoup de clins d'œil à des propos racistes. C'est extrêmement bizarre de dire cette phrase. En tout cas, le fait que la discrimination qu'elle soit extrêmement réprimandée,
est rappelé assez souvent, en fait. Il y a un exemple tout simple, dans l'épisode 3 ou 4 ou 2, je sais plus, ils courent, les trois personnages principaux courent ensemble, parce qu'ils ont cours de sport, comme tout le monde, et donc les trois personnages principaux sont un centaure, un demi-démon, et un bouc humain. Et la plus intelligente des trois, donc la bouc humaine, dit que lorsque la demi-démon s'affale sur la croupe du centaure, qu'elle n'a pas le droit de faire ça, parce que si un agent le voyait, pourrait penser que c'est un acte de discrimination. Ça va loin quand même, parce que c'est juste se reposer sur quelqu'un, comme, je sais pas, comme tu t'endors sur l'épaule de quelqu'un, enfin... Bref, c'est un anime dont j'attendais pas grand-chose, et que même, je vais pas vous le cacher, mais quand j'ai vu à la base... En plus, à la base, je pensais que c'était un centaure, dans une école d'humains, mais d'humains humains, hein. Donc, je trouvais ça extrêmement bizarre. Et surtout, complètement inutile à regarder. Pas du tout. Enfin, si, pas du tout. Surtout vers la fin de la saison. C'est très intéressant. Voilà donc un résumé, en fait pas trop concis, de Centaure no Nayami. Mais bref, retournons au sujet principal. La déportation. Donc oui, il se trouve que dans l'épisode 9, en entier, la première partie de l'épisode commençait un petit peu comme tous les autres, avec un léger détail, c'est que là, le fait que la discrimination soit à part entière dans le monde, c'était beaucoup plus montré, parce qu'en fait, on parlait de l'entrée dans la société d'un amphibien très intelligent, français, c'est normal, on est tous très intelligents, tout le monde le sait, surtout un amphibien éduqué, parce que les amphibiens dans cet anime sont proches, on va dire, des Amazones, des tribus amazoniennes, des tribus indiennes, ce genre de trucs-là. Ils ont une langue différente et tout ça. Et c'était très bien cette moitié d'épisode. C'était vraiment très bien et ça montrait que il faut pas s'arrêter uniquement à cette race-là. Il y a d'autres races qui existent et du coup ça ouvre des possibilités. Ça se trouve il y a encore d'autres races qui existent, des races je sais pas, de quelques dizaines d'individus. Ça m'étonnerait, mais voilà. Et le fait est que cet épisode s'arrête sur un représentant, enfin un homme très haut placé, je suppose politiquement, le genre de, ça doit être l'équivalent du premier ministre au Japon, j'imagine, qui lui serre la main à cet amphibien et lui dit, avant de lui serrer la main, par politesse, on enlève son gant. Ce que le même amphibien lui répond. Oui, mais si j'enlève mon gant, vous connaissez les problèmes, je suis un batracien. Je m'en bats les couilles, c'est une preuve de respect, et du coup il enlève son gant et serre la main. Seconde partie de l'épisode, déportation. Donc là déjà, ça passe du très coloré, surtout qu'en plus l'amphibien est vert et ça fait ressortir un peu les couleurs, à du gris. Noir et blanc, gris. Il y avait que ça, évidemment, peut-être que quelques blonds, même si bon, les blonds... Non, voilà. Et c'est même pas de la déportation, ça commence pas exactement par la déportation, ça commence par un bataillon d'exécution. Et c'est là où je trouve cette seconde moitié d'épisode particulière, c'est que ça fait tout de la déportation. Parce que ça fait le peloton d'exécution, mais pas juste, oui, on tue des gens comme ça, non. C'est les Allemands, je suppose que c'est des Allemands, qui vont... Enfin, qui tuent des gens qui sont à terre, hein. Je vais pas vous faire l'explication d'un bataillon d'exploration, bah oui, bien sûr, d'un bataillon d'un peloton d'exécution, mais surtout qu'il s'arrête à la personne qui va être le personnage principal de cette arc de la déportation. Il s'arrête à lui en disant « Ah, nein, c'est bon, on a fait notre quota de tuer !» C'était raciste. Ça fait deux choses. Le peloton d'exécution, bon, même si c'est censuré et que c'est pas montré les morts directement, on voit quand même les corps qui tombent. Donc, ça se voit quand même. Et le fait de montrer que les méchants antisémites ont un quota à respecter par jour, c'est... Alors, je crois que c'était plus ou moins le cas à notre époque, 39-45,
Je vous ai dit, s'il y a des erreurs, c'est pas ma faute, mais enfin, c'est quand même... À dire, c'est quand même assez puissant, en fait. Bon, on va s'arrêter là, on va les laisser pour demain pour remplir notre quota si on n'en a pas eu assez, quoi. Donc voilà, c'est un peu chaud. Et comme j'ai dit, ça parle de tout, donc on ne s'arrête pas là. Il y a bien évidemment de la collaboration. C'était la joie, cette seconde partie d'épisode. Du racisme. Bon, ça va. Enfin, non, mais ça passe parce que c'est plus littéral que nous. Je suis en train de regretter tellement de phrases du misjudgment que quelqu'un qui se trompe, quoi, en gros, qui confond et qui ne veut voir que sa propre réalité, qui pense que quelqu'un, par exemple, est collabo alors qu'en fait pas du tout, du coup, bah, il va, là on l'amène à un autre point, forcer au suicide, ou en tout cas le pendre. Ça ne s'arrête pas uniquement aux adultes, puisque, bon, voilà, ils vivent, entre guillemets, il arrive dans un camp, notre personnage principal, on le voit miné, donc comme les prisonniers un peu comme les Dalton un peu, pour ceux qui connaissent encore le dessin animé. On les voit taper sur des pierres, tout ça, ils se font battre parce qu'ils sont complètement exténués. Voilà, on voit les discordes à l'intérieur, parmi tous les détenus. On voit donc le semi-collaboration, le faux chantage, et en fait l'entraide entre différentes races, qui est un magnifique message d'espoir, totalement tué parce que le gars en fait est pendu, et que après l'arrivée de nos amis les Américains qui viennent sauver nos amis les Juifs ou les races différentes, je ne sais pas, les autres, ceux qui ont poussé l'adulte dont j'ai parlé avant à se suicider ou en tout cas qui l'ont pendu, veulent pendre l'enfant. Et il y a bien évidemment le fameux chocolat si cher à ces anecdotes sur les camps de concentration juifs. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, quand vous écoutez des anecdotes de rescapés, de juifs rescapés de ces camps de concentration, il y aura toujours l'histoire d'un chocolat. Il fait oui, je lui ai donné, quelqu'un m'a donné un chocolat quand j'avais 8 ans, et 70 ans plus tard, j'ai retrouvé cette personne et elle se souvenait de moi. J'ai voulu faire une vanne, mais je me suis retenu. Et donc on termine cette seconde moitié d'épisode par... patatras, en fait, le petit enfant qu'on voyait, c'était le monsieur, l'équivalent du Premier ministre, qui allait serrer la main de l'amphibien. Et du coup, on comprenait pourquoi il s'en bat les couilles de ta race. Enfin, de sa race. Littéralement, sa race. Que lui, ce qu'il voulait, c'était l'amitié entre les espèces. Simplement. Voilà. Et la paix, à travers le monde. C'est un beau message. Seulement, c'était franchement très inattendu. On avait déjà parlé des discriminations, on savait déjà qu'il y avait quelqu'un qui avait un prof de la boucle humaine que je parlais au début, qui avait été enfermé pour cause de discrimination. Mais on n'avait jamais montré les camps de concentration. On n'imaginait même pas que ça existait, en fait. On s'est dit, d'accord, c'est des humains, mais genre c'est des humains sur une autre planète. Je ne sais pas, moi. Pas du tout. Enfin, ou alors c'est sur notre planète, mais qui ont vécu plus ou moins les mêmes événements que nous. C'était très inattendu. Du coup, c'était très surprenant. Alors, souci, est-ce que c'était bien? C'est compliqué, mais je dirais oui. Parce que pour savoir si c'est bien, faut déjà savoir si ça sert l'histoire, si ces propos servent à l'histoire. Oui. En tout cas, pour moi, oui, ils servent énormément à l'histoire. Ça permet déjà de poser la base historique comme je le disais, du monde. Il y a eu, peu imaginé, donc l'équivalent de la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Et donc l'équivalent des camps de concentration juifs, ce qui permet du coup de plus ou moins savoir en tout cas l'état d'esprit de toutes les espèces, puisqu'il doit être à peu près équivalent aux nôtres, on imagine, même si eux du coup c'est encore un peu plus marqué, étant donné que c'est littéralement plusieurs espèces. Mais c'est quand même très sombre. Comme je l'ai dit, ça passe de
de la grenouille qui est verte, donc qui ressort un peu plus parce qu'on n'a pas l'habitude de voir du vert dans l'anime, à noir et blanc. C'est marquant, c'est très, ça se voit, c'est très tape à l'œil. Même l'anime n'était pas aussi poussé que ça au début, et même si on s'est rendu compte un peu plus tard, ou c'était peut-être avant, je sais plus trop, mais on sait qu'il y a aussi légalement une sorte de... pas une guerre, enfin je sais pas si c'est une guerre ou une guérilla qui va se reproduire, ou que les amphibiens, cette fois-ci non éduqués, veulent faire. Il y a une guerre qui veut se préparer, une guérilla, on sait pas trop, une guerre civile, on sait pas. Enfin, je sais pas, parce que j'ai pas repris la suite. C'était un épisode 9 extrêmement sombre pour moi. Extrêmement... pas hors sujet, mais presque. Enfin, c'est pas hors sujet, c'est vraiment inattendu, très surprenant, et je m'attendais vraiment pas à voir ce genre de truc. Je viens de dire 3 fois, je viens de dire la même chose 3 fois, de 3 manières différentes. Mais voilà. C'était assez délicat, mais malgré tout ce que j'ai dit, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Voilà, je peux dire que plutôt bien sortis, parce que personnellement, je n'aurais même pas évoqué. Enfin, je l'aurais pas évoqué comme ça, j'aurais pas fait à travers les yeux d'un enfant. Mais ça va, ils s'en sortent pour plusieurs raisons, mais qui, pour moi, rentrent dans la même. Il n'y a pas de personnification. Il n'y a pas de personnification de lieu, il n'y a pas de personnification de temps. On imagine que c'est quand même à plusieurs dizaines d'années, parce qu'il y a une différence entre quand on voit le mec très vieux et très jeune, donc il doit y avoir entre 50 et 70 ans. Il n'y a pas de personnalisation des nazis, je les appelais comme ça, il n'y a pas de personnification des nazis, il n'y a pas de nom, il n'y a aucun nom cité pendant ce machin-là, donc aucune identification. Les seules identifications, c'est les races. Il n'y a pas non plus de personne à la tête de ceci. Personne dit, oui, à cause de lui, les juifs, patati patata. Non, en gros, Hitler, l'équivalent d'Hitler, n'est pas, absolument pas du tout cité. N'existe même pas, en fait. L'idée d'Hitler n'existe que dans nos têtes, pardon, parce que on se dit c'est comme nous, ils ont vécu comme nous le moment des camps de concentration. Alors entre les motos et les gamins en bas de chez moi qui font hyper vitesse, c'est extrêmement chiant pour donner. Bref, c'était très surprenant, mais ça a été bien fait. Je peux pas le nier que ça a été très bien fait. Je l'aurais pas fait, presque pas fait du tout moi, mais ça a été bien fait. Et bravo. Je savais pas comment terminer cette partie-là. Cependant, ce n'est pas terminé, puisque je voulais en parler du coup, parce que également il y a 2-3 semaines, donc 2-3 jours avant la sortie de l'épisode 9 de Centaure de Miami, sortait également autre chose, et du coup on va changer totalement de sujet, puisqu'on va arrêter de parler des juifs, des nazis, de la déportation, pour parler de Shaft. Ouais, Shaft. Shaft, il y a de cela presque un mois, un petit peu moins d'un mois, a sorti un film que je vais appeler Fireworks pour une raison. Le nom complet, c'est Uchiyage Hanabi Shitakara Miruka Yokokara Miruka. Finalement, en fait, ça va. Alors, je ne sais pas vraiment de quoi parle ce film, j'ai même pas lu le synopsis. Tout ce que je sais du film, c'est que c'est un film qui a déjà été tourné. C'est un film live qui est sorti en 95. C'est un film avec des vrais acteurs qui est de 1995. Qui a donc été adapté par Shaft. Shaft qui, je vous le rappelle, est à l'origine de plein de trucs. On y reviendra après. Il y a donc 2-3 semaines sont sortis les chiffres. Et les chiffres nous disent, en gros, le bénéfice ou l'argent qu'a tiré le film au cours des jours depuis sa sortie, et surtout des 2 jours suivant sa sortie, qui marquent généralement comment le film était attendu. Plus il y a de vues, évidemment, enfin plus il y a eu de places achetées, plus le film était très attendu.
Le fait est que, et là je suis désolé mais je vais lire pour avoir les chiffres, le film est donc sorti le 18 août, ce seront des chiffres sur 2 jours, hein, dans plus de 200 salles, et il sortira en France le 3 janvier 2018, au cinéma français. Il a emmagasiné 78 000 spectateurs, soit 102,1 millions de yens, l'équivalent de 785 000 € en gros, sur 2 jours. Il a emmagasiné 1,18 milliard de yens, soit 9 millions d'euros, sur 18 jours. L'objectif étant de 2 milliards de yens, soit 15,37 millions d'euros. On en est loin, alors je suppose que maintenant il a dû être dépassé l'objectif, mais c'était très lent. Et c'est, pour ceux qui ne savent pas, un extrêmement mauvais départ. Le meilleur départ sur 2 jours de films pas trop connus, donc pas les de films de studios d'animation qu'on voit assez souvent, c'est-à-dire Shaft, A1 Pictures, des trucs comme ça, pas les trucs genre de Kimi no Na wa ou le dernier qui est sorti, je sais plus. Bref, pas ce genre de film, pas les films Ghibli, tous ces genres de trucs. Le film ayant emmagasiné le plus d'argent, je vous le laisse deviner, c'est un film de A1 Pictures, c'est Sword Art Online. Sorti dans 151 salles, il a fait 3,2 millions d'euros, 785 000 pour Fireworks, 3,2 millions d'euros pour 308 000 spectateurs. Plus de 3 fois le nombre de spectateurs pour SAO. Bon, SAO c'est un peu triché, parce qu'évidemment tout le monde l'attendait le film. Le film, avant Fireworks, qui est rapporté le moins d'argent, c'est Psycho Pass, avec 103 salles diffusées, 1,05 million d'euros. Donc 2 fois moins de salles que Fireworks, pour 250 000 environ d'euros de plus récoltés. C'est pas terrible, mais c'est mieux que Fireworks. Sachant que, je vous ai parlé des plus de 100 salles. Il y a, par exemple, le film The Idolmaster qui était sorti que dans 39 salles. C'est pas beaucoup, 39 salles au Japon. Il a quand même réussi à attirer 81 000 spectateurs. Donc, pas beaucoup plus que Fireworks, mais 1,16 million d'euros. Et d'ailleurs, oui, Psycho Pass, il a récolté 93 000 spectateurs. C'est extrêmement mauvais pour le film et pour Shaft, parce que Shaft est dans ce classement, c'est le deuxième. Le deuxième film ayant récolté plus d'argent, c'est Kizumonogatari 1, avec 108 salles et 1,36 million d'euros pour 131 000 spectateurs. Ça, c'est un pas très bon départ, mais c'est un bon départ, un bon plus départ pour le film. Là, c'était nul à chier. Enfin, c'est un départ nul à chier. Et pourquoi? Et ça, j'ai envie de dire que c'est pour une seule et simple raison. C'est Shaft. De ce que je sais plus ou moins de l'anime, c'est quelque chose d'assez simpliste. Un truc un peu à la Anohana, d'autres trucs extrêmement slice of life, d'enfants qui réussissent pas et qui finalement, par un miracle, je ne sais quel moyen, réussissent leur objectif, et c'est très émotif, quelque chose qui fait énormément sortir les émotions. Le fait est que je ne pense pas que Shaft soit habitué et non plus habilité à faire ce genre d'anime en fait. Parce que Shaft, c'est quand même ceux qui sont à l'origine de Monogatari Series. Voilà. Pulamagi Madoka Magica. Voilà. Alors, Sangatsu no Lion, ça peut encore le faire, mais c'est assez long, donc on n'a pas encore la résolution et le happy ending, entre guillemets. Et on le voit bien dans les moments tragiques drama. Là, par contre, la patte Shaft, elle est là. Elle est magnifique. Ils ont fait quoi d'autre, des trucs que j'ai oubliés. Mais voilà, ils sont pas habitués à faire des slice of life ultra basiques. Et du coup, ça me pose une question. Est-ce que on a atteint, ou est-ce qu'on connaît du coup les limites de Shaft? Est-ce qu'on sait est-ce qu'ils sont cramponnés à un genre à peu près? Ou c'est vraiment le drama,
j'en ai ras le cul des voisins. Les moments, les dramas, la tristesse, trucs comme ça, des sentiments négatifs. Un anime qui fait pas trop dans la tragédie, dans le drama, c'est fait par Shaft, c'était Nisekoi. Nisekoi, qui personnellement m'a donné envie de lire le manga et de le terminer. En vrai, quand j'ai revu quelques épisodes, la saison 1 ou la saison 2, franchement, c'est pas terrible. Même s'il y a Kana dedans, c'est franchement, il y a largement mieux, et ça a beau être du Shaft, la mise en scène de Shaft fonctionne beaucoup moins sur ce genre d'anime. Est-ce que maintenant on doit rentrer Shaft dans les mêmes cases que d'autres studios comme MAPPA ou Ufotable, qui eux ils sont casés, quoi. On sait, quand on entend ces studios-là, on sait comment va être l'anime. Pour Ufotable, ça a été très simple, ils font toujours la même chose. Soit les Tales of, soit les Katsuguki, enfin, en gros, soit l'histoire du Japon féodal, enfin du Japon l'ère Sengoku, pardon, soit les adaptations de l'histoire du roi Arthur, puisqu'ils ont fait un Fate, et que Tales of Zestiria, c'est l'équivalent du roi Arthur. Et c'est pareil pour MAPPA, quand on entend MAPPA, pour ceux qui connaissent le studio, c'est marquant, un dessin de MAPPA, ça se voit, ça se lit sur un visage. Pour ceux qui voient pas ce qu'a fait MAPPA, c'est eux qui sont à l'origine de Shingeki no Bahamut, et en ce moment de Kakegurui. L'un des deux est un bon anime, je vous laisse deviner lequel. Et ça me fait chier de me dire que, Shaft, le studio d'animation, il est casable, comme Ufotable ou MAPPA. Quand on entend Shaft maintenant, pour beaucoup, et c'est malheureusement de plus en plus le cas, c'est toujours la même chose. C'est soit quelque chose qui va dans le tragique, à la Sangatsu no Lion, soit quelque chose totalement déjanté, à la Monogatari, à la Puelamagi Madoka Magica en quelque sorte, au Rakawa Under the Bridge, et des trucs comme ça. Et ça me fait chier, parce que du coup, ça veut dire que plus ça va, plus j'ai raison pour Fate Extra, qui va sortir en hiver 2018, si tout va bien. Et depuis maintenant janvier 2017, qu'on le sait, plus ou moins, même un petit peu avant, on sait que c'est Shaft, et ça fait depuis janvier 2017 que je sais, que je sens, et que je sais pas pourquoi, mais ça va être raté. Bon, déjà parce que Fate Apocrypha qui sort en ce moment, c'est passable, mais voilà, c'est dommage. Shaft a fait énormément d'animes, mais il y en a deux et demi qui en sont sortis, qui ont marqué beaucoup les esprits. Puelamagi Madoka Magica, Monogatari Series, et le demi pour moi c'est Kubikiri Cycle, même s'il est totalement oblitéré, mais je l'aime bien, parce qu'il est un peu dans les traces de Monogatari, c'est pour ça que je dis l'ennemi. Et voilà, le fait est que maintenant Shaft est casé, et ça me fait un peu chier. Voilà. Alors j'étais censé parler de Shaft après la déportation, parce que je pensais que ça allait être un sujet plus joyeux. Le fait est que non. Enfin, si, c'est pas... je suis pas complètement dégoûté de tout ce que va faire Shaft. Et je sais que maintenant, les prochains trucs, le Monogatari, vont continuer à être géniaux. Je prends pour exemple le Warrior Monogatari 2, il était génialissime. Sorti le 12 et 13 août. C'était parfait. Mais, voilà, me dire que quand ils vont sortir des sentiers battus, ça risque d'être raté, parce que, on l'a vu, les chiffres le montrent, quand ils sortent de leurs habitudes, c'est franchement pas bien apprécié. Ça me fait un peu chier. Après, ça peut changer, peut-être que le film, les gens n'ont pas du tout voulu le voir, mais peut-être que, quand moi je vais le regarder, je vais le surkiffer, ce qui risque d'être probable. C'est donc tout pour cette vidéo sur la magnifique histoire de déportation et la décadence de Shaft. Une vidéo pleine de joie et d'allégresse. Et on va continuer sur cette lancée, puisque la prochaine vidéo, on va parler de la saison qui était là, donc de l'été 2017, dans la prochaine vidéo. Et c'est pas beau à voir, c'est pas beau. Pas bon du tout. Pas bon. Voilà.
Donc sur ce, avec évidemment aussi le let's play qui va commencer. Sauf qu'en fait j'ai eu un problème sur la première vidéo, donc faut que je la refasse, en bref. À la prochaine. Voilà.